L'ouverture de la campagne sucrière de plus en plus compromise. Le syndicat UGTG n'en démord pas. Cette saison ne débutera qu'une fois un protocole d'accord signé dans le cadre des NAO. Le président de la Chambre de l'agriculture s'alarme, il appelle à une solution immédiate. Et le mouvement des collèges commence à gagner la rue. Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés devant la préfecture de Basse-Terre aujourd'hui. Une délégation a été reçue. Toujours pas de solution quant au fond. Reportage dans un instant. Les hôpitaux de Guadeloupe sont au bord de l'asphyxie. Plusieurs mouvements de grève ont été lancés dans l'archipel. Le syndicat UTS-UGTG entend arracher plus de moyens à l'État et garantir le sort du personnel lors des transferts prévus. Gaby Clavier est notre invitée. Et dans le même temps, la Caisse générale de sécurité sociale inaugurait son nouveau siège à Dotémar aux Abîmes. Plus de 10 000 m² de surface. Le nouvel espace aura nécessité plus de 55 millions d'euros de travaux. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Les planteurs de canne ont dû ranger finalement leur batteuse aujourd'hui. Les négociations annuelles obligatoires internes à l'usine de Gardel ont échoué hier soir. Résultat, les ouvriers ont refusé de faire tourner les machines. À Marie-Galante également, l'ouverture de la récolte est tout aussi compromise. Les explications de Nathalie Dinan, de Moïse Exter et de Patrick Curie. Le principe des négociations, c'est de faire des propositions et des contre-propositions. À Gardel, ouvriers et direction ne sont toujours pas tombés d'accord. Seuls 10 points ont été actés sur une plateforme de revendication qui en compte 25. Même si le dialogue n'est pas rompu, chaque partie n'est pas prête à céder et le début de la campagne est sans cesse repoussé. Parce que nous avons considéré que le retard que nous avons récolté là, qui subit, qui a une conséquence à ce fin. Et c'est pour ça que nous voulons et souhaiter voyez le maximum de crainte parce que nous avons senti quelqu'un qui est debout. Et c'est pour ça que je dis là, nous avons trouvé en face en nous un directeur général qui n'est pas capable de négocier avec nous. On l'a demandé, il là, s'il ne peut pas, et bien moi, nous sommes capables. Et c'est pour ça que je vais mobiliser et nous avons porté manœuvre tout partout pour garder qui gens que nous restons sur notre table pour nous faire ouvrir les négociations. Mais malheureusement, M. estimé que ça y a avant nous, il y a suffisamment et que estimé aussi que je dis là, qu'il n'y a pas de mandat pour aller plus loin. Nous voulons négocier pour faire en sorte de démarrer là assez rapidement. Mais pas question pour nous non plus de s'assurer des planteurs de rester 15-20 jours en grève. Non, il faut qu'avouer que ça soit réglé. Du côté des planteurs, le stress monte. Ils ne veulent pas revivre la campagne 2016 et des milliers de cannes restées sur pied. Les prévisions météo sont bonnes. Le taux de sucre satisfaisant pour le moment. Les usiniers, les salariés de l'usine doivent se mettre d'accord et permettre à ce que la récolte démarre. Les planteurs en sont les premières victimes d'ailleurs. Donc nous, notre position est claire. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre de manière à ce que la récolte démarre pour que les planteurs puissent vendre la canne. En plus, on a quand même l'avantage d'avoir le soleil qui est revenu. Les cannes, le sucre commence à être là. Donc on aimerait pouvoir profiter de ça pour que les planteurs puissent se tirer d'affaire. Chaque jour de grève qui passe, ce sont 5000 tonnes de cannes non broyées en moins sur une récolte prévisionnelle de 774 000 tonnes. Chaque journée perdue est lourde de conséquences pour le revenu des planteurs et la survie de la filière. Et le président de la Chambre d'agriculture, Patrick Célin, s'alarme. Il a lancé un appel à l'ensemble des partenaires où il les incite à se mettre d'accord sans délai pour créer les conditions indispensables au démarrage de la récolte 2017. Autre mouvement, celui de la protestation dans les collèges. Les syndicats avaient appelé à un grand rassemblement devant la préfecture de Basse-Terre aujourd'hui. Une centaine de manifestants avaient fait le déplacement. Une délégation a d'ailleurs été reçue en préfecture sans pour autant obtenir de solution. Le récit de Loïs Ignace et de Moïse Dexter. Une délégation de 10 représentants des différents collèges et lycées actuellement mobilisés ont été reçus en préfecture. L'objectif, faire entendre leur voix et trouver des solutions face aux suppressions de postes d'enseignants annoncées à la rentrée prochaine. En tout cas, lors de cette rencontre, la délégation a reçu 2 réponses plutôt mitigées. La première est celle du rectorat qui refuse d'écouter. D'un côté, de la part du rectorat, une incompréhension totale, un refus de discuter. Tout va bien, on ne comprend absolument pas pourquoi vous êtes en grève. C'est de la faute aux établissements, ils ont qu'à mieux gérer les dotations. Non, il n'y a pas de problème d'heures supplémentaires. Enfin, un discours complètement aberrant à l'opposé de ce que vivent les collègues qui sont en grève depuis parfois plus d'une semaine. Des heures supprimées qui débouchent sur des classes surchargées. Fin des travaux pratiques en petits groupes. Le souhait de placer la Guadeloupe en REP, réseau d'éducation prioritaire. La liste des revendications est longue. Contrairement au rectorat qui campe sur ses positions, du côté de la préfecture, les syndicats ont eu l'impression
d'être entendus. La préfecture qui elle entend, qui elle nous dit mais oui, on est d'accord qu'il faut certainement qu'il y ait une adaptation qui se fasse ici en Guadeloupe. On est absolument d'accord aussi pour revoir la carte de l'éducation prioritaire. Et si ça a eu lieu en Guyane, qu'on a classé la Guyane en REP+ totalement, il n'y a pas de raison qu'en Guadeloupe ce ne soit pas le cas non plus. Si aucune réponse satisfaisante n'est obtenue après les vacances de carnaval, les syndicats enseignants menacent de reprendre le mouvement. L'autre actualité du jour, c'est la crise qui touche le secteur de la santé. Face à l'urgence, certains agents hospitaliers sont obligés d'acheter eux-mêmes le matériel pour soigner les patients. Aides-soignants, médecins seraient à bout de souffle. Un mouvement de grève a donc été lancé aujourd'hui dans plusieurs établissements, et notamment celui de Pointe-à-Pitre. Reportage Karen Diama. Mobilisés depuis quelques jours, les agents du CHU dénoncent un manque de moyens évident qui devrait se régler par la construction du nouveau centre hospitalier. Vers la construction d'un nouveau CHU là, si nous pouvons rentrer en disant j'en nous y actuellement, pas de problème qui est réglé. Parce que depuis tantôt nous avons réclamé la direction, on a un espace de négociation pour nous faire ça, gérer transfert à personnel là dans le nouveau CHU. À savoir que la moyenne d'âge à personnel là est d'environ 30 ans. Donc nous avons perdu de 300 lits, nous avons passé de 800 lits et places à 600 lits, à peu près 590 à 600 lits. Ce qui fait qu'il y a des diminutions de postes, mais dans le nouveau CHU, là, il y a des créations de nouveaux métiers. Nous avons demandé qui nouveaux métiers qui apparaissent pour nous mettre en place un processus de formation pour que le personnel là puisse déjà formé, arriver au nouveau CHU là compétent et pouvoir travailler pleinement sans partie en formation à ouverture à nouveau l'hôpital là, que nous en disant que nous avons travaillé et soigné par Guadeloupe correctement. Si le syndicat reste perplexe quant à la vocation du nouveau CHU, il tire la sonnette d'alarme sur le projet de construction du CHU de la Caraïbe. D'ici 2018, l'État a une intention de faire un CGHT en Guadeloupe, retrouver tous les hôpitaux publics alentour à l'hôpital La Pointe, c'est-à-dire CHU là. Mais après ça, là, il y a regroupé nous, là, nous qui passer en CHU de la Caraïbe, nous qui venons entre guillemets tutelle à la Martinique, problématique en nous qui vient plus important. Puisque en direction qui base en Martinique, qui peut nous toucher du problème, les problèmes qu'il y a en Guadeloupe, recrutement là, qui ça qui est fait, les représentants du personnel à la Guadeloupe, là les instances qui déroulent, nous pas savent. La CME, là ça qui est fait, nous pas savent, nous pas au courant à rien. Yo pas qu'à parler bon nous clairement si soit CHU à la Caraïbe et pourquoi mettre la Martinique responsable entre guillemets à la Guadeloupe en sachant que le déficit à la Martinique nettement supérieur à la Guadeloupe. Déficit aux alentours de 130 millions d'euros et quand nous à 90 millions d'euros. Donc c'est une aberration complètement aberrant. À l'issue de leur journée de mobilisation, une motion du personnel a été déposée à la direction pour tenter de trouver des solutions durables. Et au même moment, le centre hospitalier de Beauperthuis à Pointe-Noire entamait sa première journée de grève également. Cette fois, autre contexte, le syndicat UTS-UGTG entend préserver le personnel face à des transferts prévus des anciens aux nouveaux locaux. On écoute d'ailleurs les explications d'Eddy Farescourt, membre de l'UTS-UGTG de l'hôpital de Beauperthuis. Il est interrogé par Karen Diama. Nous allons rentrer à l'hôpital là parce que nous, au moment, nous basculer dans une nouvelle construction qu'elle nous fait. Et ça nous fait un peu but en blanc. Donc nous pas préparé ça et nous tombons dans caca. Mais nous au moment nous adons. Et là nous décider qu'il faut nous tirer pied nous là nous mettons là parce que les choses pas claires. Les conditions de travail pas réunies, le personnel pas suffisant, les espaces d'entretien trop importants pour ça nous et notamment certains moyens qui manquent nous. Donc c'est pour ça que là nous décider barrer et nous décider demander la direction en rencontre puis dit nous quand il a l'intention de faire nous en toute difficulté là que nous ni là dans l'hôpital là nous y est coin là. Et le secrétaire général de l'UTS-UGTG nous a rejoint sur ce plateau. Gabi Clavier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons une situation là explosive dans ces hôpitaux à Guadeloupe. Avant de nous parler de Beauperthuis et de Cap-Estebello, qu'est-ce qu'a fait exactement dans ce centre hospitalier à Pointe-à-Pitre? D'abord, puis on n'a pas secrétaire général. C'est Claudine Marathon qui est secrétaire général à l'UTS-UGTG depuis un congrès que nous faisons au mois de novembre passé. Mais effectivement, on dirige toujours l'organisation là. Et donc, c'est dans la responsabilité de ça qu'on nous conduit bon matin au CHU la Pointe aux grandes journées de conscience, puisque c'est vrai que c'est très difficile de parler de ça qui a passé à l'hôpital, d'autant que là, on sait que les gens n'ont pas d'autres choix qui viennent CHU. Mais je ne sais pas ce que nous pas dit, c'est parce que nous avons fait semblant
que de plus en plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas qu'à respecter nous, en tant que soignants, mais non plus les malades. Donc, si nous décidons de parler, nous décidons de dénoncer, décidons d'exiger que nous tout ça qu'il faut comme moyen personnel, l'argent, en organisation, qui permet nous de recevoir correctement, de soigner, de bailler confiance, de bailler la vie. Donc, aujourd'hui, là, effectivement, nous devons dénoncer le fait que de plus en plus, l'hôpital la porte, puis travail, il faut acheter eux-mêmes ça qu'il faut. Depuis médicaments jusqu'à prendre bic en passant par propre matériel personnel qu'on a utilisé pour soigner les gens, pour recevoir les gens, pour accueillir les gens. C'est ça l'hôpital qui a dit comme ça, qu'il ne peut pas faire autrement, parce que là, c'est près de 40 millions d'euros qu'on a donné les fournisseurs. Chaque année, c'est 90 millions d'euros de déficit, et l'État a dit nous comme ça, qu'il est d'accord à aider nous. Nous sommes honnêtes pour nous soigner les gens. Nous avons dit, oh là, service public. Ou peut pas, si nous un établissement qui nie telle responsabilité en termes de santé publique dans un pays comme la Guadeloupe, et je dis là, puis il faut fonctionner, il faut quémander chaque année l'argent. Donc, résultat, nous avons en début d'année avec des théâtres de rupture de tout autre. Rupture dans toutes sortes d'approvisionnement qui a fait en l'hôpital La Pointe marché. Donc, c'est une grande journée de conscience que nous organisons avec le personnel de l'hôpital La Pointe. Là, nous parlons de l'ARS, directeur de l'hôpital là, un mois pour répondre nous à ces obligations qu'il y a. Obligation de financer les structures, de financer la rénovation des structures. Parallèlement. Combien ça a représenté en termes d'argent? Est-ce que vous avez fait une évaluation? Pour le moment, pas nous qui faisons l'évaluation, c'est pour service. L'IGA, c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Il y a quasi une équipe qui a observé que le CHU, de manière structurelle, régulière, a dégagé, a manqué l'hôpital après 90 millions chaque année pour fonctionner, pour payer tout fournisseur, tout personnel et tout pour assurer toute obligation. Deuxième idée, nous avons observé. La direction Casino également, aujourd'hui là, il y a les fournisseurs de 50 millions d'euros. Qui fournissent ces laboratoires pour médicaments, c'est les gens qui ont mangé, c'est les gens qui ont fait entretien des machines, c'est les gens qui ont fait entretien des espaces verts, c'est toute une série de fournisseurs, tout fournisseur à l'hôpital là, ne veut pas travailler avec l'hôpital là encore. Donc, il y a dit qu'on ne peut pas barrer. Aujourd'hui là, les camarades de Casino vont maintenant encore dans ce général là, même si on te veut des médicaments, fournisseur là pas qu'à bailler médicaments. Même si on veut manger correctement un autre type de repas. Qui j'en arrive à la situation là ça? Nous arrivons à cette situation parce qu'il est estimé que contre tout établissement public de santé, il est obligé l'établissement là ça à rentabiliser le fonctionnement. Autrement dit, alors que nous ne pouvons pas, nous sommes service public, nous ne pouvons pas choisir qui nous recevoir. Qui nous blanc, qui nous caco, qui nous marron, qui nous l'argent, qui nous pas de l'argent, ou obligé de recevoir. Donc nous ne pouvons pas vérifier est-ce que nous sommes capables de payer ces jours pour payer recevoir. Donc nous sommes service public. En service public, nous avons un coût de fonctionnement. Coût de fonctionnement, ça passe d'abord pour parce qu'il a fonctionné 7 jours sur 7, 24 sur 24, avant un bloc qui ouvert tout le temps, un urgence qui ouvert tout le temps, qui sont hyperbares, des services très pointus comme les services de réanimation, le grand brûlé, réanimation néonatale. C'est des services qui ont coûté l'argent et qui ne sont pas rentables en termes financiers. Aujourd'hui, là, il y a contre nous, qu'on n'importe quelle boutique, qu'on n'importe quel commerce, à faire l'argent avec la santé. Donc l'hôpital La Pointe, contre tous les établissements publics, pas en mesure, je dis là, de dégager suffisamment de recettes pour payer toute charge qui a été mise. Ça a créé des déficits naturels. C'est ça qui a créé un déficit structurel, un déficit qui est basé sur obligation de service public qui a exercé tout le temps. Et donc ça n'a un coût, il faut financer. Mais nous, on dit, je dis là. Il y a des problématiques en Guadeloupe dans ces hôpitaux-là, c'est talent capable à Pointe-à-Pitre, et puis transfert à ces agents-là à Beaupertuis et Takapestebello. Oui, mais c'est la même situation-là. Qui si Takapestebello peut pas ouvert, c'est également parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, parce qu'il est capable de 50 lits à près de 260 lits, mais il faut embaucher pratiquement 60 personnes en plus. Beaupertuis, c'est même maintenant, les camarades ont accepté de transférer à dans nouveaux locaux à Beaupertuis, mais je l'ai continué en tout sens, parce que là aussi, il n'y a pas des effectifs supplémentaires pour entretenir, pour gérer nouvel espace qu'il y a là. Quel objectif à autres? Faire pression à l'État pour obtenir justement l'argent là ça? Tout ça, parce que nous, et bon, maintenant encore, tous les gens qui étaient présents au CHU, qui est médecin, qui est ASH, qui est ouvrier, qui est personnel administratif, qui est cadre ils viennent pour travailler, ils viennent pour soigner, ils n'ont pas ni à discuter avec eux, qui conditionnent à soigner. Tout le monde qui est en hôpital, il a droit à la même qualité de soins là. Et nous, soignants, nous avons droit à la même sécurité dans l'acte de soins que nous avons posé. Et donc, je dis là, les médecins qui disent pas sécurisé ça, ils ont fait. Les personnes qui disent pas fiers de ça, ils ont fait. Et c'est tout ça qui a interpellé nous. Donc, bon matin là, à travers la Guadeloupe, dans tous les jours, tous ces jours-là, parce que grève qui a continué, l'hôpital La Pointe. La DRH en grève pour non-respect à eux-mêmes en tant qu'agent. Le service informatique en grève, le service de biomédical en grève, l'hôpital Capesté qui est en grève, Beaupertuis en grève. C'est dans tous les hôpitaux qui ont le même problème. Qui prochaine date, Gabi Clavier, pour nous savoir, qu'est-ce qu'il a fait dans les jours? Alors, pour le moment, le CHU, nous votons, monsieur, bon matin là, un texte qui a interpellé l'administration, conseil de surveillance, les politiques, l'État,
et direction de l'hôpital là pour dire que ça sonne jusqu'au 14 mars pour répondre nous et mettez immédiatement à disposition à l'hôpital là tous les crédits qu'il faut pour fonctionner normalement. Si le 14 mars, non, nous suspendons grève là, elle fait motion là, nous déposons motion là, et nous attendons jusqu'au 14 mars pour répondre nous. Si bien évidemment d'ici le 14 mars, il ne va pas répondre nous qui entrons en grève illimitée, mais voilà ça, nous commandons c'est que l'État dépêche sur place les monde qu'il faut. Et bien évidemment, avec l'argent qu'il faut pour permettre nous de fonctionner normalement, d'autant qu'à rappeler, à dans la perspective de nouveau hôpital là, parce que nous avons ancien hôpital là pendant 5-7 ans encore. Et mise aux normes c'est là que nous avons l'argent qui a imposé, c'est près de 20 millions d'euros. Merci Capitaine Pouvini à vous là. Nous comprenons la problématique là, nous qui suivons le mouvement là le 13 mars. 14 mars. 14 mars, merci pour intervention à vous là. C'est dans ce climat en tout cas pour le moins agité au niveau du secteur de la santé que la Caisse générale de sécurité sociale a inauguré son nouveau siège aujourd'hui à Dotemar aux Abîmes, une installation qui aura coûté la somme de 55 millions d'euros. Visite des lieux, on regarde ensemble avec Karen Diamant. Des locaux flambant neufs, répartis sur 10 500 mètres carrés, pour un total de 5 bâtiments, la CGSS a inauguré son nouveau siège social. On était dans un immeuble vieux, quartier de Telleville, 37 ans, et nous savons que c'est un immeuble qui allait très mal vieillir. La vocation du bâtiment, c'est de réunir ici toutes les directions de la Caisse, y compris l'administration générale, le conseil d'administration, et à partir d'ici, nous avons... j'allais dire toute la gestion, la gouvernance de la Caisse. Nous avons d'autres bâtiments, toujours sur le même site de Providence, mais qui sont dans des secteurs différents, notamment Providence 1, qui est l'immeuble Jacques Legris, où on fait beaucoup plus le secteur de l'assurance maladie. Il y a un deuxième bâtiment qu'on a souhaité mettre à côté, mais c'est pour des raisons de logistique, toute la logistique informatique de la Caisse. Dans ce nouvel ensemble immobilier, où seront relogés les 870 agents de la Caisse, tout a été pensé pour favoriser cohésion et bien-être. On est dans des bâtiments qui sont beaucoup à taille humaine. Si vous circulez, vous allez voir qu'il y a 4 gros bâtiments. On est sur 2 étages. Je rappelle qu'on était sur 7 niveaux à côté de Telleville. Le bâtiment faisait 100 mètres de long, c'est-à-dire quand vous deviez sortir d'un bout de l'immeuble pour passer à l'autre bout, notamment aller en réunion du conseil d'administration, comité d'entreprise, c'était une enfilade de couloirs. Aujourd'hui, c'est paradoxal, mais c'est bien de se perdre dans les bâtiments que vous dirigez. Et quand vous vous perdez, ça veut dire que c'est pas que le bâtiment n'est pas adapté, mais ça veut dire qu'il y a une vie, il y a à se repérer, il y a à faire attention beaucoup plus à là où vous allez. Il y a plus de convivialité. Par exemple, j'avais tenu à ce que dans la conception du bâtiment, qu'il y ait une cour intérieure, parce que ça rappelle un peu des éléments de notre culture. Prochaine étape, démolir l'ancien siège pour offrir au public un centre d'accueil à la hauteur du nouveau siège social. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le 15e salon régional de l'étudiant qui a ouvert ses portes au Palais des Sports du Gosier aujourd'hui. Et puis c'était le grand jour pour les scolaires de la ville de Sainte-Anne qui, à l'occasion de leur grande parade carnavalesque, ont défilé. Mais avant, partons en mer, plus précisément au terminal de croisière de la commune de Saint-Pierre en Martinique. Un paquebot de croisière y est accosté aujourd'hui. Cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Une escale qui a en tout cas ravi les commerçants et la municipalité. Voyez le reportage d'Alizé Dutran et de Guy-Raphaël René. Un paquebot dans la rade de Saint-Pierre, on n'avait pas vu ça depuis une quinzaine d'années, 20 ans même que la compagnie Club Med n'avait pas jeté l'ancre dans la ville d'art et d'histoire. 250 croisiéristes à l'assaut de l'ancienne capitale, le pari semble réussi. Super. L'accueil chaleureux et gentil, simple, avec un goût de revenez-y. On vient en bateau, c'est splendide. Et puis c'est bien organisé, c'est très sympa. Vous avez l'entrée sur la gauche et c'est un magnifique zoo qui a l'avantage d'être implanté dans les ruines d'une habitation qui était détruite par le volcan de l'Apelé. Ruines, marchés, musées, initiation à la gastronomie locale, les visiteurs ont eu droit à un parcours sur mesure, une aubaine pour les commerçants de la commune. C'est un plus pour nous de toute façon. Hein. Plus il y a du monde et mieux c'est, plus ça donne un dynamisme au niveau de la commune supplémentaire. Ça a remis de l'animation et puis j'espère que les gens ils vont acheter un petit peu plus. C'est la compagnie qui a décidé de proposer cette escale, preuve que le nord de l'île recommence à séduire, un renouveau dont ce territoire aurait bien besoin. Nous sommes en train de tourner le dos dans ce pays à des richesses qui sont là,
tel un filon d'or que nous refusons d'exploiter. Donc aujourd'hui, nous attirons l'attention de l'ACTM, de Cap Nord, qui depuis janvier a repris la compétence tourisme, et de tous nos élus qui travaillent à l'Assemblée nationale sur l'intérêt de dynamiser l'économie de la Martinique autour du tourisme. Au-delà de la croisière, c'est une desserte maritime permanente vers Saint-Pierre qui pourrait enfin voir le jour. L'idée aujourd'hui, c'est de lancer la délégation de service public pour un transport maritime Fort-de-France-Saint-Pierre, de manière à ramener également des touristes et des passagers sur Saint-Pierre. Regardez comme tous les commerces vivent, le marché est en ébullition. Là, on peut dire qu'effectivement, l'afflux de touristes permet de dynamiser l'économie du Nord. La ville d'art et d'histoire est-elle en train de renouer avec son glorieux passé? Jusque dans les années 60, elle était un passage incontournable des navires en villégiature. Elle n'en était pas à la farniente ni à la détente pour des milliers d'étudiants en Guadeloupe. Beaucoup se sont rendus au 15e salon régional de l'étudiant qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier. De nombreux acteurs de l'emploi et de l'orientation seront mobilisés durant 3 jours, de 9h à 18h, pour informer étudiants et futurs salariés sur les dispositifs et prestations dont ils peuvent bénéficier. Reportage Linda Kayarsi. Ouverture officielle du 15e salon régional de l'étudiant. Et un même objectif, bien choisir son orientation pour réussir ses études. On est venu essayer de se renseigner pour voir ce qu'on peut faire. Vu qu'en ce moment, on est, on va dire, un peu perdu dans notre scolarité. Bon, après, on voit des choses intéressantes. Et pourquoi pas passer les frontières et poser ses valises au Canada. Bien souvent, on a plusieurs activités parascolaires qui viennent appuyer tous les programmes, toutes les programmations que nous offrons. Donc, on a par exemple les Jeux du commerce qui intéressent beaucoup les jeunes ici, puisqu'on fait faire des manteaux d'hiver et tout pour vraiment venir mettre de la joie dans nos études et faire du pratique avec le théorique. Des études, une vie étudiante pleine de promesses qu'il faut souvent financer. Alors ici, les dispositifs d'aide sont multiples. Alors le prêt départemental étudiant, dit prêt d'honneur, le prêt complémentaire à la bourse et les différentes bourses du président. Et aussi nous vous proposons la bourse pour la thèse. C'est en fonction des revenus des familles, mais surtout pour ceux qui n'ont pas droit à la bourse. Des partenaires, des étudiants, tous sont à cœur de faire de ce salon un tremplin d'insertion sociale et professionnelle. Je considère qu'en fait, la formation, l'orientation, l'aide au projet professionnel, c'est essentiel pour les jeunes aujourd'hui. Ça les structure, ça leur permet d'envisager comment ils vont s'insérer dans la société. À partir du moment où on a de la bonne volonté, qu'on travaille, il y a une voie. Le salon régional de l'étudiant se tient jusqu'à samedi au Palais des Sports du Gosier. Un tout autre sujet maintenant, le CIVAD, le syndicat de valorisation des déchets, a organisé son carnaval aujourd'hui avec le concours du rectorat. Il a mis en place une parade des déchets sur son site de la Gabarre pendant 3 jours. Vous pourrez en savoir plus sur la gestion des déchets et leur valorisation par le recyclage. Reportage Nathalie Dinan et Patrick Curie. Les déchets font leur carnaval. Quelle période propice pour le CIVAD d'organiser cette opération découverte du site. De nombreux groupes de carnaval transforment les déchets afin de réaliser leurs costumes ou leurs décors. Le CIVAD rivalise également d'ingéniosité et propose durant 3 jours un programme d'action de sensibilisation à la gestion des déchets et à la valorisation par le recyclage. Un parcours d'ateliers et de découverte des différents moyens de transformation ont été mis en place. Pour le président Michel Rinson, les meilleurs ambassadeurs sont les tout petits, venus en nombre. Il faut commencer par les plus jeunes. Ce seront les grands de demain. Il faut dès aujourd'hui les inciter à accorder une attention aux déchets. Au carnaval, on danse, on saute. Les déchets sont contents. Parce que brusquement, le CIVAD tend la main à tous ceux qui produisent des déchets pour en faire un produit valorisant. La journée continuera demain toujours avec les enfants et samedi, le CIVAD est ouvert pour le public, les adultes. Après avoir mis la main dans les poubelles et écouté les différents intervenants, les enfants sont devenus incollables sur la vie des déchets. Comment trier les plastiques, comment trier les boîtes de pizza, les cartons, les pneus et les machines. On récupère les pièces de voiture, les voitures qui sont âgées,
qu'on récupère pour faire des sculptures. J'ai pris un masque, ensuite j'ai décollé avec des ordures. C'est pour ne pas passer sur la nourriture et pour protéger. Après les petits, ce sera au tour des adultes de venir s'informer et se former. Le CIVAD compte poursuivre ses actions de sensibilisation et propose à la fin du mois de juin ce que l'on peut faire avec le biogaz produit par la fermentation des déchets. Eux aussi ont fait leur carnaval, cette fois vrai, dans les rues de Sainte-Anne. Les écoliers ont fait leur grande parade carnavalesque ce matin. Un défilé placé sous le signe de la tradition. Lina Kayarsi les a suivis. Ce matin, en marge du défilé, ces écoliers n'ont rien à envier à la créativité des groupes de carnaval bien connus de la place. La terre, le feu, la pluie et l'eau. Et nous, on a choisi la pluie parce que ça représente l'eau. On l'a fait avec du coton et du carton. On met de la colle sur le carton, après on met le coton. Nous sommes déguisés en marchand de pistaches. Nous avons épluché des pistaches. Nous avons collé des coques de pistaches sur le chapeau. Puis nous avons collé des cornets. Ici, chaque costume fait écho à la thématique imposée. Alors la thématique de ce défilé aujourd'hui, c'est Yanklibita en nous. C'est une thématique de ce qui nous appartient, de notre patrimoine. Donc c'est comment s'approprier notre patrimoine ou les objets même du quotidien pour en faire un terme carnavaresque. De beaux costumes qui ne sont pas passés inaperçus dans les rues du bourg. C'est super, c'est la première fois que je vois et vraiment c'est émouvant, il n'y a pas de mots. C'est très bien, je trouve que c'est un truc magnifique. Les costumes? Parfait, tout est joli, tout est bien fait. Ce défilé est le point de départ des vacances de carnaval, mais surtout des festivités des jours gras. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la SOMAF, le groupe FIMAR dans la zone industrielle de Jarry à Bemao, de 7h30 à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue tout à l'heure avec Eddie Planté pour Questions Directes.